formation des futurs professionnels à la perspective des investisseurs. Nous allons toujours parler de formation pour celles et ceux qui sont partants. Passons maintenant à un sujet qui concerne ceux qui envisagent de s'impliquer financièrement dans l'industrie. Les procédures légales pour investir dans le domaine de la cosmétique. Eh bien, j'invite M. Hichem Kelkoub, notaire et consultant formateur, pour nous en parler. Merci de l'applaudir comme il se doit, s'il vous plaît. Sefrolotassa, un tonnerre d'applaudissements. C'est votre PC? Non. Vous n'avez pas besoin. Je peux commencer, ça va? Est-ce qu'il y a ma présentation? Nous allons passer à votre présentation. Bonjour tout le monde. Donc, c'est Maître Kelkoub Hichem, je suis notaire, consultant formateur, juriste. Merci. Donc, je remercie d'abord l'équipe d'organisation de ce salon de m'avoir invité. Je tiens aussi à remercier Madame Madame Bentayeb et Madame aussi Kadri. Miqaddam. Pardon, Miqaddam, non? Kadri. Madame Kadri, pour l'invitation. Et merci pour l'audience, merci d'être venu. Donc, merci d'être venus aussi nombreux. Ça dénote l'intérêt que vous portez à ce sujet. Je sais qu'il fait chaud dehors, il fait un temps de plage, mais vous êtes là avec nous. Donc, je suis honoré, je suis ravi d'être parmi vous. Donc, sans plus tarder, je commence. Donc, comme vous pouvez constater, ma communication porte sur les procédures légales pour investir dans le domaine de la cosmétique. Donc, comme vous savez, l'étude de faisabilité juridique, elle est aussi importante que l'étude socio-économique, le business model, tout ça. Donc, c'est très important d'avoir une idée claire, une vision claire par rapport à la législation et surtout dans ce domaine. Parce que le domaine de la cosmétique, c'est un domaine très, très régulé. Il est strictement régulé et ça s'explique par le fait que par un simple usage d'une crème ou d'un produit, ça peut faire des irritations, ça peut nuire, ça peut être néfaste à l'intégrité physique de l'être humain, mais aussi, non pas seulement sur l'être humain, mais sur l'environnement et aussi sur les animaux aussi. Peut-être une chose que vous ne savez pas, si vous avez une marque algérienne produite localement ici en Algérie et que vous faites l'exportation au marché européen, c'est interdit de vendre des produits testés sur des animaux. Donc ça rentre dans la protection des animaux, tout ça. Donc je vais aborder ce sujet par trois volets. Donc le premier volet concerne le mode d'investir dans le domaine de la cosmétique. Deuxièmement, le financement des projets cosmétiques. Et en dernier lieu, l'analyse de l'ancrage juridique en mettant en exergue la protection du consommateur et l'environnement. Donc, on commence d'abord par la définition du produit cosmétique et d'hygiène corporelle. Donc, il s'agit de toute substance ou préparation autre que le médicament. Donc, les médicaments ne sont pas concernés par notre étude parce qu'ils sont aussi strictement interdits et plus réglementés que le domaine de la cosmétique. Donc, destinés à être mis en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain. Donc, tels que l'épiderme, le système pileux et capillaire, les ongles, les lèvres, les paupières, les dents, les muqueuses, en vue de les nettoyer, de les protéger, de les maintenir en bon état, d'en modifier l'aspect et les parfumer ou d'en corriger l'odeur. Donc ça, c'est une notion, c'est une définition légale de ce qui est le produit cosmétique et d'hygiène corporelle.
Donc, il va y avoir un chevauchement avec la précédente communicante, Madame Bentayeb. Donc, je ne vais pas m'étaler beaucoup sur l'agriculture. Donc, on peut activer dans ce domaine, le domaine de la cosmétique, par le domaine de l'agriculture. Comme Madame Bentayeb l'a bien souligné. Donc, si on travaille ou on fournit des produits végétaux ou animaux comme matière première au profit de l'artisan ou du commerçant des produits cosmétiques, on doit avoir une carte d'agriculteur. Cette carte, elle est délivrée par la Chambre d'agriculture. Donc ça, c'est en premier lieu. En deuxième lieu, on a la possibilité d'avoir la carte d'artisan. Si on est sur un petit projet, fait main, là où on ne spécule pas sur le nombre d'employés et le matériel, on peut avoir une carte d'artisan délivrée par la Chambre d'artisanat et des métiers. Donc il y a une nomenclature des activités artisanales, entre autres. Donc il y a artisan fabricant du savon, artisan esthéticien, artisan fabricant de savon à base de pâte d'olive pressée, et artisans fabricants d'essences et d'arômes destinés à l'industrie pharmaceutique. Donc, ce sont tous des codes d'activité qui rentrent dans l'artisanat. Donc, on peut exercer ces activités avec seulement une carte d'artisan. Et c'est plus avantageux du côté fiscal d'avoir une carte d'artisan qu'avoir un registre de commerce. Et troisièmement, on peut approcher ce domaine par le commerce. Le commerce est classique, quoi. Donc, on a 4 conditions pour avoir la qualité de commerçant. D'abord, il faut faire des actes de commerce, en premier lieu. En deuxième lieu, à titre habituel. Donc, on en fait notre métier ou notre gain de pain. Et en troisième lieu, à titre agir en son nom et pour son compte. Et dernièrement, être capable. Donc, on doit avoir l'âge légal pour pouvoir exercer le commerce et on doit jouir de toute notre capacité mentale. Donc, on peut exercer le commerce soit dans le cadre d'une entreprise individuelle. Donc, on peut avoir un registre de commerce personne physique, quoi. Mais on peut exercer le commerce dans le cadre d'une personne morale unipersonnelle. Donc, c'est le cas d'une URL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc, c'est quoi la différence et pourquoi on opte pour la constitution d'une URL? C'est seulement pour partager le patrimoine destiné au commerce. Donc, c'est seulement ça. C'est dans le cas où je suis endetté, je fais une faillite, mes biens personnels destinés à ma vie privée ne sont pas menacés d'être saisis ou vendus en enchères, quoi. Bon, on peut constituer une SARL aussi si on est entre 2 et 50 associés. Au-delà de ça, au-delà de 50 personnes, on n'a pas la possibilité de constituer une SARL, mais une SPA. Donc la différence entre une SPA et la SARL, c'est déjà le nombre d'associés. La SARL se compose de 2 à 50 associés, mais la SPA, elle a un minimum de 7 actionnaires. Le commerce est divisé en deux. Il y a 2 types de commerce, de commerçants plutôt. Il y a le commerçant ambulant. Donc le commerçant ambulant n'a pas besoin d'un local là où il exerce. Donc il est défini comme celui qui exerce une activité commerciale en étal ou de manière ambulante sur les marchés, les champs des foires ou tout autre espace aménagé à cet effet. Donc pas besoin d'un local à usage commercial. C'est déjà ça, parce que c'est assez conséquent pour un débutant de louer un local pour 2-3 années, c'est assez conséquent comme budget pour le départ. Donc ça, c'est le site web du registre de commerce et sur lequel on peut trouver la nomenclature des activités commerciales. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme commerce ambulant en matière de la cosmétique et produits d'hygiène corporelle? On a marchand ambulant des produits cosmétiques et hygiène corporelle. Malgré
que cette activité, on peut la faire d'une manière ambulante, mais on est soumis à la réglementation en vigueur. Qui régule les conditionnements, l'importation et la commercialisation sur le marché national des produits cosmétiques. Le deuxième code qu'on peut faire, c'est distributeur ambulant de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. Et le troisième, c'est coiffure, soins de beauté ambulants. Donc ces trois codes sont des codes à usage ambulant, donc sans avoir un local là où on exerce, on peut les exercer ailleurs sans aucun problème. Par contre, le commerce sédentaire, le commerçant sédentaire, c'est celui qui exerce une activité régulièrement dans tout local. Dans ce cas, on doit justifier d'un acte de propriété, à défaut d'un acte de propriété, un acte de location du local, quoi. Les codes d'activité qu'on peut exercer en tant que commerçant sédentaire, c'est fabrication des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, commerce de gros des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, importation des produits pharmaceutiques, de cosmétiques et d'hygiène corporelle, importation des produits de coiffure, importation de matières premières et des huiles essentielles, importation des produits cosmétiques, importation d'articles d'emballage, commerce de détail de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et conditionnement des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. Donc, on peut faire une activité ou plusieurs activités, il n'y a aucun souci. Il y a une homogénéité entre tous ces codes, mais ça peut arriver qu'on peut, dans la chaîne de valeur du produit cosmétique, par exemple, on peut commencer par l'agriculteur qui fournit des matières premières pour l'industriel qui fait l'industrie, et celui-là travaille avec l'exportateur, l'exportateur travaille avec l'importateur, et l'importateur travaille avec le commerçant de gros. Le commerçant de gros travaille avec le commerce de détail, et puis on arrive au consommateur, dernier consommateur. Donc c'est la chaîne de valeur Mais si on veut faire le commerce électroniquement, on doit rajouter ce code, le 607-074. Donc, à défaut, on ne peut pas vendre sur Internet. Donc, on peut aussi faire le commerce, on peut investir dans le domaine de la cosmétique dans le cadre d'un contrat de franchise. C'est vrai qu'il y a une lacune par rapport à ça dans le droit algérien, mais c'est faisable. Le contrat de franchise est un contrat par lequel un fabricant, un commerçant, un producteur, un distributeur, un prestataire de service, appelé le franchiseur, autorise un entrepreneur indépendant appelé le franchisé à utiliser son enseigne, sa marque et autres signes distinctifs et auxquels il apporte un savoir-faire moyennant le paiement d'un prix appelé redevance. Donc au lieu de commencer à zéro, d'essayer de se faire connaître sur le marché, d'avoir une certaine notoriété, on peut bénéficier de la notoriété d'un commerçant qui existe déjà sur le marché, moyennant un paiement de redevance ou de loyauté, bien sûr. Ou on peut aussi faire dans le cadre de la reprise de fonds de commerce. Vous savez, après un certain moment d'exercice de commerce, on constitue une certaine attractivité de clientèle. La constitution d'un fonds de commerce qui est constitué d'éléments corporels comme l'outillage, le matériel, la marchandise, et aussi des éléments incorporels comme la marque, les brevets d'invention, le nom commercial, le droit au bail. Donc, si arrivé à un certain âge, il y a des commerçants qui veulent prendre leur retraite, ils peuvent vendre leur fonds de commerce. Donc, dans le cadre d'une reprise de fonds de commerce, au lieu de commencer à zéro, de se faire connaître au marché, d'essayer d'attirer la clientèle, de faire un nom dans le marché, on profite du fonds de commerce déjà existant auparavant. Pardon. C'est pareil pour une reprise d'apport en société. Si une société existe déjà, on peut faire une cession de parts sociales ou acheter des parts sociales. Comme ça, la personne morale garde son identité juridique, ses autorisations, tout ça, et on prend le train en marche, quoi.
sans commencer à zéro. Et on peut investir dans le commerce dans le cadre d'une start-up aussi. Si on arrive à apporter une idée innovante par rapport au business model ou par rapport au produit lui-même, on peut être labellisé start-up. Mais bon, le start-up, ce n'est pas une forme juridique, c'est un concept. Donc même si on est labellisé start-up ou projet innovant, on doit avoir une forme juridique, soit une personne physique, soit une personne morale. Mais par rapport aux autres personnes, quand on est labellisé start-up, on peut faire une SPA simplifiée qui nous facilite la tâche après pour faire rentrer l'argent, le financement. Bon, je vais passer rapidement donc la carte, le label Startup est délivré par le ministère de l'économie, de la connaissance des startups et des micro-entreprises. Deuxième volet, c'est le financement. Donc on peut avoir courir un financement mixte, donc un apport personnel et l'apport des agences de soutien au développement ou à l'entrepreneuriat. Comme on peut faire appel à un financement triangulaire, donc un apport personnel, agence de soutien, plus banque ou institution financière, à travers des crédits conventionnels, donc crédits avec intérêt, ou bien dans le cadre de la finance islamique, dans le cadre de leasing, crédit buy. Donc c'est la banque qui achète le matériel pour nous et ensuite elle le met en location à notre profit, quoi. Donc les différents organismes de financement, il y a l'ANGEM, qui octroie des prêts non rémunérés pour des TPE, donc très petites entreprises, donc avec des crédits non rémunérés de 100 000 dinars, 200 000 dinars maximum. Il y a aussi la NESDA ou la NAD ex-ANSEJ, donc c'est pareil, elle octroie des prêts non rémunérés. Il y a aussi la CNAC. Donc, elle est réservée pour une tranche d'âge entre 30 et 50 ans. Et, il y a aussi les institutions financières publiques, donc, qui entrent en jeu et qui octroient des crédits pour l'investissement, quoi. Et il y a aussi les institutions privées. Par contre, pour les startups, il y a l'ASF, dans le cadre d'une prise de participation dans le capital. Parce qu'il y a un risque majeur ici, les banques traditionnelles ne marchent pas avec ne supportent pas le risque. Donc il y a l'ASF qui rentre en jeu et qui prend des participations dans le capital afin d'augmenter l'activité et le projet, quoi. Il y a aussi l'API, l'ex-ANDI, qui octroie des avantages fiscaux et douaniers et faciliter l'accès au foncier économique. Ça, c'est pour les grands projets, des usines de production, d'emballage, de conditionnement et tout ça. Donc ça, c'est pour la promotion de l'investissement. En ce qui concerne la propriété intellectuelle, il y a l'Institut national de la propriété intellectuelle qui nous aide à enregistrer le nom commercial, les marques et le brevet. Vous savez, pour se distinguer dans le marché, on a besoin d'un nom commercial, un logo, un slogan. Donc il faut protéger tout ça pour se distinguer et pour protéger notre propriété intellectuelle, quoi. Industrielle. Nous arrivons maintenant à l'ancrage juridique. Donc il y a beaucoup de textes et lois généraux qui s'appliquent sur le commerce d'une manière générale. En l'occurrence, les règles applicables aux pratiques commerciales, à la protection du consommateur et à la répression des fraudes et au commerce électronique. Il y a aussi des réglementations spécifiques à la cosmétique, donc spécifiques à ce domaine-là, donc comme le décret exécutif relatif à la fabrication, conditionnement, importation, commercialisation sur le marché national des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, la sécurité des produits et l'information du consommateur. Il y a aussi l'arrêté interministériel portant règlement technique fixant les critères microbiologiques des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. Il y a aussi l'arrêté interministériel
applicable à la position de code barre sur les produits destinés à la consommation humaine. Et il y a aussi l'arrêté interministériel portant sur l'adoption du règlement technique fixant les analyses, tests et essais portant sur les produits cosmétiques. Donc ce sont il y a un tas de conditions qu'il faut remplir dans ce domaine. Il y a déjà l'information, il faut s'assurer par voie d'étiquette, de marquage, d'affichage ou par tout autre moyen approprié au moment de la mise à la consommation du produit. Il doit fournir les caractéristiques essentielles du produit. Donc, le consommateur a le droit absolu d'être informé par rapport au produit qu'il va acheter, quoi. Il y a la langue aussi qui doit être essentiellement en langue arabe, dans un endroit apparent et visible, clairement lisible et indélébile. Il faut aussi éviter la surcharge. Donc toute surcharge, rature, rajout ou correction de mention sur l'étiquette est interdite. Il faut mentionner certaines mentions obligatoirement, en l'occurrence la dénomination de vente, la quantité nette, les coordonnées de l'opérateur, le pays d'origine et ou de provenance, la marque de conformité liée à la sécurité, le mode d'emploi et précautions à prendre en matière de sécurité, l'identification du lot ou de la série et la date de la fabrication, la date limite de l'utilisation, la composition du produit et les conditions de stockage, et enfin l'indication des signes et pictogrammes des dangers plutôt. Bon, il faut aussi mentionner la date d'utilisation. Il faut mettre à utiliser avant le et mentionner la date, le mois et l'année lorsque la durée d'utilisation est inférieure à 24 mois. À utiliser avant la fin, en indiquant l'année, lorsque la durée d'utilisation est supérieure à 24 mois. Il faut noter qu'au-delà de cette date, le produit ne doit plus être mis à la consommation. Il y a aussi une obligation de mettre le code à barre sur le produit. En ce qui concerne les signes distinctifs, on n'a pas la faculté de mettre ce qu'on veut sur le produit sans justificatif. Donc l'usage de l'étiquetage ou tout autre support des signes distinctifs par l'appellation d'origine, AO, indication géographique, les produits biologiques, les labels de qualité doivent être justifiés, et ce conformément à la réglementation en vigueur. On a une obligation d'avoir une autorisation préalable. Donc une autorisation préalable est un document délivré par les services du ministère de Commerce et de la promotion des exportations pour tout opérateur désireux de fabriquer, de conditionner ou d'importer les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle. Donc sans cette autorisation préalable, on ne peut pas exercer le commerce dans le domaine de la cosmétique. En deuxième lieu, il y a des analyses, des tests et des essais à faire. Bien sûr, portant sur les produits cosmétiques, les fabricants et les importateurs doivent effectuer avant la mise sur le marché des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle les analyses, les tests et les essais. On doit procéder aussi au dépôt de la formule. La formule intégrale du produit cosmétique et d'hygiène corporelle est adressée sous pli recommandé et fermé avec un cachet de cire par le premier responsable de la mise à la consommation à tous les centres antipoison relevant du ministère de la Santé et de la Population. Au recto, outre le destinataire, la mention formule intégrale de fabrication à ne pas ouvrir. Donc, à la fin, quelques recommandations. Donc, comme recommandation, la création d'une plateforme numérique dédiée à l'enregistrement des projets en relation avec la cosmétique, parce qu'il y a plusieurs intervenants de ministères différents, donc le processus est un peu lent, donc une plateforme numérique pourrait fluidifier ce processus et le simplifier aussi. Encourager l'adoption des normes ISO, notamment la norme 22716. On prend plus de contrôle sur le commerce électronique et la publicité. Et on prend aussi
l'association des associations de protection des consommateurs dans la sensibilisation des acteurs de la cosmétique et de consommateurs. Merci pour votre attention. Excellent. Infiniment. Monsieur Hicham Kelkoub, notaire et consultant en formation.